De chiffres suffisent à faire basculer une trajectoire que l'on croyait figée depuis des décennies entières. En 3 ans à peine, l'écart entre ce qui stagnait hier et ce qui progresse aujourd'hui s'est creusé au point de bousculer tous les pronostics établis. Alors pour vous, que signifie vraiment ce renversement et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il toujours au moment où la mécanique change brutalement de vitesse? Derrière ces deux nombres, c'est tout un pays qui tente de reprendre la main entre espoir mesurable, urgence discrète et fenêtre historique fragile qui ne restera pas ouverte longtemps. Le récit qui se dessine au début de cette transition repose sur une promesse précise. Un pays longtemps dépendant pourrait enfin apprendre à produire, réparer et décider depuis son propre territoire. Le bénéfice central, retrouver une marge d'action réelle et mesurable, devient alors le pivot discret capable de modifier durablement les équilibres nationaux. Un avantage qui agit comme déclencheur silencieux d'un basculement plus profond. À mesure que les premiers chantiers s'articulent, l'idée d'autonomie cesse d'être un horizon lointain. Elle prend la forme d'une suite de mécanismes concrets, visibles dans les gestes simples de ceux qui produisent, enseignent ou réparent chaque jour. Mais avec cette avancée surgit un risque critique. Manquer la fenêtre historique ouverte par les premiers résultats observables. Une fenêtre qui ne restera pas indéfiniment accessible si les pressions politiques, sociales et régionales se resserrent trop vite. Dans cette tension mesurable se jouent les enjeux réels du modèle, une dynamique rare, fragile, mais encore malléable. La révélation apparaît dès les premiers bilans publiés. Plus de 300 000 habitants voient déjà leur quotidien basculer grâce à l'électricité, à l'eau et aux infrastructures locales déployées en 3 ans. Cette accélération inattendue contredit les prédictions antérieures et révèle une mécanique beaucoup plus structurée qu'on ne l'imaginait, une dynamique qui prend forme précisément au moment où l'impulsion d'Ibrahim Traoré réorganise les priorités vitales du pays. Pour comprendre comment cette trajectoire s'est enracinée, il faut revenir au contexte d'origine, un contexte marqué par une vulnérabilité systémique que personne ne contestait. Le pays fonctionnait sous une dépendance chronique envers les bailleurs extérieurs, avec des chaînes logistiques fragiles, un approvisionnement instable et des secteurs entiers, agriculture, énergie, santé, logement, finances, reposant sur des leviers situés hors du territoire. Dans un tel environnement, la moindre panne de financement paralysait une région, bloquait des écoles, coupait des ateliers et arrêtait les coopératives, révélant à quel point l'État disposait d'une marge d'action réduite à presque rien. C'est dans cette fragilité structurelle que s'explique la rupture. Au moment où le pays décide de reprendre ses leviers essentiels, la stratégie change d'échelle. Produire localement ce qui était importé, relier les chantiers entre eux, stabiliser d'abord les filières critiques, tout cela transforme des gestes dispersés en une architecture cohérente. On voit alors se déployer une logique de chaîne. L'usine appelle la route appelle l'énergie soutient l'hôpital, et l'eau de Ziga 2 consolide l'ensemble en apportant un socle hydrique indispensable. Le modèle cesse d'être une addition de projets. Il devient un système lisible dans lequel chaque pièce active la suivante. Cette mécanique nouvelle éclaire la portée de la rupture. Elle n'est plus symbolique, mais opérationnelle. La trajectoire quitte la survie pour entrer dans l'autonomie mesurable, et la question suspendue depuis l'ouverture, celle du sens véritable de la transition, trouve ici un début de réponse. Si le mouvement se maintient, il peut redéfinir la place du Burkina Faso dans le Sahel. Pour saisir comment la dynamique s'est matérialisée dans le quotidien, il suffit de suivre celles et ceux qui en incarnent les premiers effets visibles. Leur trajectoire montre que la transformation ne se lit pas seulement dans les bilans officiels, mais dans les gestes modestes
qui définissent la vie ordinaire. C'est aussi dans ces fragments concrets que l'on aperçoit l'impact de la méthode impulsée par Ibrahim Traoré, une méthode qui convertit chaque infrastructure en levier d'usage. Le premier cas apparaît à Kouogou. Mariam, ouvrière à la Red Gold Factory, décrit un renversement silencieux. Ces tomates, autrefois perdues faute d'acheteurs, deviennent une marchandise nationale valorisée. Chaque lot transformé localement stabilise son revenu, renforce le lien entre efforts individuels et résultats collectifs et redéfinit son rapport au travail. Ce changement, modeste en apparence, montre comment une infrastructure bien pensée peut détourner une trajectoire individuelle de la précarité vers la stabilité. Le second cas se déroule dans un village électrifié par le programme Yellen. Un instituteur y raconte que les cours du soir, abandonnés pendant des années, ont repris dès les premières semaines d'éclairage solaire. Les enfants arrivent plus tôt, stimulés par l'idée d'apprendre dans un espace qu'ils appellent leur lumière. Pour lui, le progrès ne réside pas seulement dans l'énergie, mais dans la confiance nouvelle qu'elle diffuse parmi les familles. Ces deux récits, pourtant éloignés, convergent vers un même constat. Lorsque les infrastructures fonctionnent, elles transforment d'abord les usages, puis la manière dont une communauté se projette. Elles créent un effet d'entraînement qui dépasse les intentions initiales et consolide une dynamique qui peu à peu cesse de dépendre exclusivement de sa volonté politique. Le déclencheur survient dans une scène en apparence banale. Des tonnes de tomates pourrissent au bord des routes pendant que les mêmes produits reviennent d'Europe, transformés, plus chers, presque méconnaissables. Ce contraste brutal dévoile une faille profonde. Un pays qui produit sans capter la valeur, un territoire qui laisse s'échapper sa propre matière première tandis qu'il rachète à prix fort ce qu'il a lui-même cultivé. Le choc semble agricole, mais il ouvre une brèche politique, une prise de conscience immédiate de la dépendance structurelle. C'est précisément dans cet interstice qu'Ibrahim Traoré saisit l'occasion de rompre une inertie vieille de plusieurs décennies en identifiant une entrée concrète, mesurable et impossible à ignorer. Le pic de la séquence se forme autour d'un geste clair: stabiliser la production par une transformation locale. L'État cible la tomate comme point d'appui, ressource abondante mais sous-valorisée, et annonce la construction de la Red Gold Factory, une usine pensée non comme un symbole, mais comme un outil pour résoudre un problème tangible. 8 millions de dollars sont mobilisés. En quelques mois, les flux s'organisent. Contrats agricoles, coopératives restructurées, logistique interne réorientée vers un circuit national. La matière première cesse de fuir, elle reste, circule, prend valeur. L'usine active alors la route. Le corridor Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire reçoit 120 millions de dollars pour relier la production au marché sans détour lointain. Chaque kilomètre réduit les coûts logistiques, accélère les transports, améliore la fraîcheur des produits, renforce les coopératives, puis vient l'énergie. Sans continuité électrique, les ateliers s'arrêtent, les écoles ferment tôt, les services vacillent. Le programme Yellen électrifie 150 villages et touche 300 000 personnes, transformant la nuit en espace d'apprentissage, de travail et de sécurité. L'eau devient ensuite l'élément décisif. Ziga 2 stocke 40 millions de mètres cubes, irrigue, stabilise, hydrate. 600 000 personnes s'appuient sur ce socle hydrique. La rémanence apparaît au moment où la finance boucle la mécanique. La Birkenbank ouvre 67 agences, rapatrie plus de 60% des dépôts nationaux et distribue 15 000 microcrédits. Le capital cesse de s'évaporer vers l'extérieur. Il circule, nourrit les ateliers, renforce les coopératives, finance les petites entreprises rurales. La chaîne de valeur, jadis fracturée, se referme sur le territoire. Chaque infrastructure appelle la suivante. L'usine réclame la route réclame l'énergie.
L'énergie soutient l'hôpital, l'eau stabilise les villages, la finance redistribue les flux internes. Le système, lancé par l'impulsion initiale d'Ibrahim Traoré, avance désormais avec sa propre inertie. Les techniciens formés sur les premiers chantiers dirigent les extensions suivantes, sans attente d'expertise extérieure. Les écoles nocturnes rouvrent naturellement, les ateliers prolongent leurs horaires, les hôpitaux abandonnent les lampes de fortune. La dynamique cesse d'être un effort, elle devient un fonctionnement. Ce glissement marque un seuil inédit, une souveraineté qui ne s'affirme plus par discours, mais par architecture cohérente et résultats mesurables. La trajectoire devient lisible lorsque les premiers chiffres apparaissent, révélant une progression qui s'enracine dans des résultats tangibles. Le premier indicateur concerne l'énergie. L'accès national passe de moins de 15% avant 2022 à plus de 48% 3 ans plus tard. Cette hausse rapide indique que l'investissement ciblé dans l'électrification transforme directement les usages quotidiens en étendant les heures actives de milliers de foyers. Le programme Yellen, en électrifiant 150 villages, montre que le pays n'avance plus par fragments isolés, mais par blocs cohérents, où chaque infrastructure soutient la suivante. Ce changement énergétique constitue l'une des pièces les plus visibles de la méthode impulsée par Ibrahim Traoré, car il crée un socle qui rend les écoles, les ateliers et les hôpitaux moins vulnérables aux ruptures extérieures. Le deuxième indicateur concerne l'eau, autre pilier indispensable pour stabiliser un territoire exposé au cycle du Sahel. Le barrage Ziga 2 stocke 40 millions de mètres cubes, assurant l'approvisionnement pour environ 600 000 personnes. Ce volume soutient une irrigation prévisible qui augmente les rendements agricoles et réduit les pertes saisonnières en donnant aux exploitations une base hydrique stable. Cette capacité hydrologique agit comme un amortisseur structurel, car elle protège les villages des fluctuations climatiques récurrentes. Pour de nombreuses communautés rurales, cette nouvelle continuité change la manière de planifier les récoltes et de sécuriser les besoins essentiels. Le pays ne dépend plus uniquement des saisons. Il développe une marge de manœuvre interne qui réduit l'imprévisibilité du quotidien. Le troisième indicateur provient de la sphère financière, là où la dynamique devient circulaire. La Bank ouvre 67 agences, rapatrie plus de 60% des dépôts nationaux et distribue 15 000 microcrédits. Ces chiffres montrent que les flux monétaires cessent de s'échapper vers l'extérieur pour se réancrer dans les activités locales. Chaque microcrédit finance directement des ateliers, des coopératives ou des petites entreprises rurales, créant un écosystème où le capital tourne plutôt que de disparaître. Cette réinternalisation financière agit comme un multiplicateur invisible, car elle alimente les filières déjà stabilisées par l'énergie et l'eau. Elle renforce un cercle vertueux que les observateurs pensaient fragile. L'argent produit localement reste localement, soutenant des chaînes de valeur qui se resserrent autour du territoire. Pris ensemble, ces trois chiffres composent un tableau cohérent où énergie, eau et finance forment une architecture opérationnelle. L'électrification étend les heures actives, l'eau stabilise la production et la finance alimente les projets qui renforcent le maillage interne. Ce sont ces interactions, davantage que les volumes eux-mêmes, qui montrent la solidité de la dynamique enclenchée. Le pays ne progresse plus par annonce mais par vérification, chaque indicateur confirmant que les infrastructures ne fonctionnent pas isolément. Elles s'additionnent, se soutiennent et finissent par créer une inertie propre.
C'est précisément cette cohérence mesurable qui distingue la méthode portée par Ibrahim Traoré, une méthode qui transforme la souveraineté en fonctionnement plutôt qu'en aspiration. La première thèse critique affirme que l'autonomie proclamée n'est qu'une illusion. Un pays enclavé, dépourvu de ressources stratégiques, ne pourrait pas réellement se détacher des réseaux financiers et logistiques extérieurs. Selon cette position, réduire la dépendance reviendrait à affaiblir la croissance, puisque l'aide internationale et les circuits d'importation auraient longtemps constitué le socle de stabilité nationale. Dans cette logique, vouloir internaliser les leviers essentiels risquerait de priver le pays de soutiens jugés vitaux. Cette vision, largement relayée, présente la souveraineté comme une ambition incompatible avec les contraintes structurelles du territoire. La seconde thèse se concentre sur la vitesse de la transformation. Elle avance que des changements trop rapides peuvent créer des déséquilibres internes, tensions sur les chaînes d'approvisionnement, fossés entre zones modernisées et zones encore isolées, surcharge administrative, voire épuisement des ressources humaines locales. Selon cette analyse, une réforme menée avec vigueur produirait plus d'instabilité que de cohérence. Les observateurs qui la défendent craignent qu'un rythme accéléré se heurte aux capacités organisationnelles du pays et compromette la durabilité de l'ensemble. Mais lorsque ces deux critiques sont confrontées aux données observables, l'image se nuance nettement. La réduction de moitié de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas entraîné de contraction économique. Les recettes agricoles ont doublé grâce à la stabilisation de la production et à la transformation industrielle introduite par la Red Gold Factory. Le flux financier n'a pas disparu, il a été réinternalisé. Quant au risque de déséquilibre interne, les bilans de terrain indiquent une tendance inverse. Les écoles rouvrent à double horaire grâce à l'éclairage solaire, les routes fluidifient les échanges, les hôpitaux abandonnent les lampes de fortune et l'accès à l'eau s'étend à des centaines de milliers de foyers. Les faits montrent une stabilisation progressive plutôt qu'une déstabilisation accélérée. Le Stillman se referme ici. Les objections soulignent des risques théoriques, mais les données disponibles décrivent un système qui fonctionne parce qu'il s'appuie sur des résultats mesurables plutôt que sur des craintes hypothétiques. Ce renversement silencieux devient perceptible lorsque la mécanique lancée au départ commence à produire ses propres prolongements, échappant progressivement à la seule impulsion initiale d'Ibrahim Traoré. Le système avance même lorsque personne ne le pousse directement. Chaque infrastructure active la suivante, comme si les maillons s'étaient alignés pour fonctionner par cohérence interne plutôt que par effort politique constant. Cette autonomie opérationnelle marque un tournant, car elle transforme une stratégie en dynamique et une dynamique en inertie constructive. Les villages électrifiés le montrent clairement. Les écoles nocturnes rouvrent sans directive, les ateliers prolongent leurs horaires, les hôpitaux cessent d'improviser leur éclairage et les routines locales se réorganisent presque d'elles-mêmes autour de la continuité retrouvée. Cette phase médiane révèle un point crucial. Lorsque les résultats commencent à se répéter sans intervention visible, la souveraineté cesse d'être une ambition et devient un fonctionnement interne. Les techniciens formés sur les premiers chantiers conduisent désormais les extensions d'énergie et d'eau, SHK2. Les coopératives investissent avec assurance. Les microcrédits circulent comme un réflexe économique. C'est là que la trajectoire change réellement de statut, non parce qu'elle va plus vite, mais parce qu'elle tient debout par sa propre logique. Les effets concrets de la dynamique enclenchée se lisent d'abord dans les ménages ruraux, où la stabilité quotidienne change de nature.
L'électrification issue du programme Yellen ajoute plusieurs heures d'activité utile chaque soir, permettant aux enfants d'étudier sous une lumière stable et aux familles de réduire leur dépendance au kérosène. Cette continuité modifie profondément la perception de l'avenir. L'incertitude cède la place à un rythme plus prévisible, où la sécurité lumineuse devient une ressource à part entière. Le changement, discret dans ses gestes, devient structurant dans ses effets. Dans les secteurs nationaux, l'impact se mesure à la cohérence retrouvée entre infrastructures autrefois fragmentées. La route entre Bobo-Dioulasso et la Côte d'Ivoire fluidifie les échanges agricoles, réduisant les coûts logistiques et renforçant la circulation des produits transformés localement. Les hôpitaux bénéficient d'un approvisionnement électrique fiable, les écoles fonctionnent à double horaire et les producteurs trouvent des débouchés que l'ancien modèle ne permettait pas. Cette articulation entre route, énergie et eau montre que les résultats ne sont pas isolés, ils se renforcent mutuellement dans un réseau qui gagne en stabilité. Chez les acteurs nourriciers, la transformation industrielle initie un cycle nouveau. Les agriculteurs et coopératives, longtemps soumis aux pertes saisonnières ou aux prix volatiles, voient leurs récoltes absorbées par la Red Gold Factory, ce qui stabilise les revenus et réduit les gaspillages. L'irrigation issue du barrage Ziga 2 offre une prévisibilité décisive, permettant aux exploitations d'anticiper les rendements et de réduire leur exposition au climat. Avec les microcrédits distribués par la Bank, les coopératives investissent dans des outils et des améliorations de chaînes de production, consolidant un maillon agricole que l'absence de transformation fragilisait autrefois. À l'échelle régionale, la dynamique portée au départ par Ibrahim Traoré commence à influencer les choix des pays voisins. Le Mali, le Niger et la Guinée observent ce modèle qui lie production, transformation et financement dans un même circuit et réoriente progressivement leurs corridors commerciaux vers des échanges entre pairs. La réduction de la dépendance aux ports lointains devient un objectif partagé, soutenu par l'idée qu'un réseau sahélien cohérent peut renforcer la stabilité interne de chaque pays. Ce glissement diplomatique, discret mais réel, montre que la souveraineté peut dépasser le cadre national pour devenir une méthode régionale d'adaptation. Pris ensemble, ces quatre sphères, ménage, secteur, acteurs nourriciers et environnement régional, composent une image convergente. Elle montre que la transformation ne se limite pas aux infrastructures. Elle change la manière dont les citoyens se projettent, dont les organisations produisent et dont les États voisins envisagent leur propre trajectoire. Ce sont ces effets camarés croisés, plus que les volumes d'investissement, qui révèlent la portée d'un modèle devenu opérationnel. Le scénario Bayes repose sur la continuité maîtrisée, celle où les 10 projets déjà en cours conservent leur rythme actuel. L'énergie solaire poursuit la stabilisation des villages. L'eau de Ziga 2 soutient à la fois l'usage domestique et l'irrigation agricole, et la Bank continue de réinternaliser les flux financiers. Dans cette configuration, la croissance reste modérée mais régulière, portée par une coordination institutionnelle qui privilégie la discipline et la sobriété budgétaire. Le pays progresse alors par cohérence plutôt que par accélération, consolidant un équilibre sans rupture. Le scénario optimistique s'appuie sur une intensification de la coopération régionale avec le Mali, le Niger et la Guinée. Si les corridors commerciaux sahéliens se renforcent et que les échanges entre pairs se fluidifient, un espace économique plus autonome pourrait émerger, réduisant davantage la dépendance aux ports lointains. Dans un tel contexte, les investissements locaux s'accélèrent, les circuits de production gagnent en profondeur et les rendements agricoles bénéficient d'une demande régionale plus prévisible.
Cette dynamique transforme la souveraineté en argument diplomatique, rendant le modèle reproductible au-delà du territoire national. Le système ne s'étend pas par expansion mais par imitation stratégique. Le scénario worst case envisage un resserrement extérieur, contraction des marchés, ralentissement des exportations ou reprise de l'inflation. La croissance pourrait alors glisser vers un palier plus faible, mettant à l'épreuve la capacité du pays à l'absorber des chocs simultanés. Toutefois, les infrastructures d'énergie et d'eau jouent un rôle d'amortisseur, préservant le socle vital: éclairage, irrigation, hygiène et circulation locale. Même dans une conjoncture défavorable, le risque principal n'est pas l'effondrement, mais la perte de vitesse. Cette perspective rappelle que la solidité d'un modèle se mesure aussi à sa capacité à ralentir sans se briser. À travers ces trois voies, une même idée se dégage. Ce n'est pas la prédiction qui importe, mais la clarté des conditions qui permettent à une dynamique d'avancer ou de se tendre. Comprendre ces conditions, plutôt que spéculer sur l'issue, devient une manière lucide d'observer les prochains mois. Chez les individus, le réajustement se manifeste d'abord dans la manière dont chacun perçoit l'effet de ses propres gestes. Enseignants, techniciens ou agriculteurs décrivent un regain de confiance né du fait que leurs efforts produisent enfin un résultat tangible. Un impôt payé devient une classe éclairée, un atelier stabilisé entraîne des horaires élargis, une récolte transformée soutient un revenu plus prévisible. Cette correspondance nouvelle entre action et impact redéfinit la relation quotidienne à l'État longtemps perçue comme distante. La contribution individuelle cesse de disparaître dans un système abstrait, elle revient vers celui qui l'a fournie. Au niveau des communautés, la réorganisation collective découle de la disponibilité accrue de l'énergie, de l'eau régulière et d'un financement plus accessible. Les villages réouvrent les cours du soir, relancent les comités d'entretien et planifient des projets agricoles avec une visibilité que l'incertitude logistique empêchait autrefois. Cette cohérence locale transforme la souveraineté en outil partagé, car elle permet d'agir ensemble plutôt que d'attendre des impulsions extérieures. Le quotidien s'ordonne autour d'un socle commun qui rend la coordination plus naturelle. Du côté de la diaspora, le lien se renforce par des gestes modestes, mais réguliers. Sans revenir physiquement, de nombreux expatriés soutiennent des projets familiaux, envoient du matériel ou participent au financement de coopératives locales. Ils observent un pays qui, sans spectaculaire rupture, apprend à tenir debout par sa propre cohérence. Leur appui, discret mais constant, élargit le cercle des ressources disponibles et renforce la dynamique interne sans dépendre de structures extérieures. À travers ces trois niveaux, une même idée se confirme. Lorsque chacun perçoit que ses actions ont un écho réel, la confiance collective devient un moteur durable. La trajectoire engagée montre qu'une souveraineté durable ne s'improvise pas. Elle repose sur une méthode structurée, portée dès le départ par Ibrahim Traoré. La première étape consiste à identifier les besoins vitaux: énergie, eau, santé, éducation et finances. Chaque secteur les traitait séparément afin de maximiser l'impact immédiat et de limiter les risques sans dispersion des ressources. Cette identification précoce permet de définir un ordre de priorité clair. La mesure se fait par la rapidité de mise en place et la capacité d'absorption locale. La deuxième étape consiste à former localement pour réduire la dépendance aux expertises extérieures. Les techniciens et travailleurs sont formés directement sur les chantiers, en parallèle de la mise en œuvre des projets. Cette simultanéité garantit que ceux qui bénéficient des infrastructures sont aussi ceux qui les maintiennent. L'efficacité de cette étape se mesure par la montée en compétences nationales et par la baisse progressive du recours à des intervenants étrangers. La troisième étape vise à relier les chantiers entre eux et deux, dès qu'un secteur devient fonctionnel.
L'énergie soutient la production, l'eau renforce la santé et la finance alimente la construction des routes. Cette intégration transforme des avancées sectorielles en systèmes cohérents. La progression se mesure par le degré de fluidité entre infrastructures et par l'amélioration de l'accès. La quatrième étape consiste à mesurer et corriger à intervalles réguliers. Tous les 6 mois, des bilans publics évaluent les progrès, les blocages et les ajustements nécessaires. Ces retours assurent une trajectoire stable. L'efficacité se mesure par la résolution des obstacles et par les améliorations constatées dans les conditions de vie. La cinquième étape est d'étendre par l'exemple lorsque les systèmes internes sont stabilisés. Les pays voisins observent et adaptent les principes qui fonctionnent. L'impact se mesure par l'adoption progressive du modèle à l'échelle sahélienne. Le soir, Mariam quitte encore l'usine avec sur les mains cette même odeur métallique qui marquait ses premiers mois de transition lorsque la Red Gold Factory venait d'absorber ses premiers lots de tomates et de transformer des pertes ordinaires en stabilité concrète. Dans les rues voisines, la lumière issue du programme Yellen glisse sur les murs comme un rappel silencieux des premiers gestes qui ont permis au pays de reprendre souffle. Les enfants lisent sous une clarté stable, les familles discutent dans une tranquillité qui semblait inimaginable quelques années plus tôt, et l'on devine dans ces routines apaisées l'effet durable d'une mécanique désormais ancrée. Chaque corridor qui fonctionne, chaque salle de classe qui reste ouverte plus tard, chaque récolte transformée sur place raconte une même trajectoire silencieuse, celle d'un pays qui apprend à se soutenir de l'intérieur. Cette cohérence partagée ne se décrète pas, elle se construit par l'attention quotidienne portée aux détails qui permettent à une communauté de tenir debout. Lorsque les habitants constatent que leurs gestes trouvent un écho réel, une forme de confiance diffuse s'installe. Elle ne demande ni slogan ni promesse, seulement la continuité d'un effort qui circule d'une main à l'autre. Et c'est souvent dans ces gestes modestes que se cachent les dynamiques les plus durables, celles qui transforment une transition en habitude et une habitude en trajectoire. Dans cette histoire encore en cours, chacun perçoit un espace possible. Quel rôle pourrait-on jouer dans un mouvement qui avance autant par cohérence que par volonté?